là les gars, je sais pas comment c'est possible, mais j'ai perdu un livre. Mais what? Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un update de mes dernières lectures. J'ai une bonne pile de livres avec moi. On va sortir de cette vidéo les deux livres de mes copines qui sont sortis récemment. L'effet boule de neige de Clara Hero que j'ai perdu dans mon appartement. L'effet boule de neige, c'est une rom-com de Noël. Je ne l'avais pas lu en avant-première et laisse-moi vous dire que j'ai passé un excellent moment. Il y a une phrase que je répète souvent quand je parle de romance, c'est respect, communication, bienveillance, tout en gardant des tropes de romance qui sont bien exécutées, qui nous font rire et qui nous font ressentir toutes les bonnes vibes. C'est dans ce livre, donc franchement si vous cherchez une romance qui va vous réchauffer le cœur et vous faire rire dans une ambiance de Noël, sautez sur celui-là, c'est addictif, ça se lit très très bien. Et puis Alex Miller, évidemment je rentre dans la fanbase, oui. Je vais vous parler rapidement des 3 lectures que je me suis faites dans mon vlog de livres d'Halloween. Si vous voulez savoir plus en détail ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas à aller checker le vlog. My Roommate is a Vampire de Jenna Levine a été une bombe atomique. On part sur une rom-com un peu paranormale. Cassie trouve cette annonce sur le Bon Coin pour un appartement à 200 balles par mois. Laissez-moi vous dire qu'à Londres ça ne court par les rues. Elle est certaine que c'est une putain d'arnaque, mais elle y va parce qu'elle est désespérée. Et elle tombe sur un mec hyper hot vibes qui s'habille comme dans les années 1800 avec les froufrous, qui parle avec un ancien français de ouf, mais elle se dit ok il est dans son délire, moi je veux juste l'appartement. Turns out c'est un putain de vampire. Et il cherche désespérément à en apprendre plus sur le monde moderne puisque il est très vieux jeu, il ne s'y connaît pas trop. Et Cassie, malgré son choc initial, va se prêter au jeu et puis il va avoir des petites aventures avec d'autres petits vampirous. C'était le genre de lecture hyper rapide, hyper addictive. J'ai ri à voix haute. Cassie, je l'ai trouvé incroyable. C'est vraiment le personnage principal parfait pour cette histoire de vampire parce que elle n'est pas non plus partie complètement en live quand elle a su que notre petit Frédéric buvait du sang. Non, elle est restée plutôt calme et plutôt terre à terre. Et moi j'aime bien les meufs comme ça. Et Frédéric est aussi adorable, un petit sucre d'orge et leur relation est très choupinette. Il doit avoir une petite scène d'amour entre eux, mais sinon on n'a pas de smut en particulier ou quoi que ce soit. La romance reste très kiki et ça fait très plaisir, voilà, d'avoir un livre qui te repose le cerveau comme ça. Merci Jenna, j'ai passé un bon moment. Je me suis ensuite fait A Witch Fake... Je vais jamais y arriver. A Witch Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Alwyn. Celui-là on part dans un même délire, on est sur une rom-com paranormale, on n'est pas là pour développer les personnages les plus complexes ni un world building hyper détaillé, même si on a ici une ville de sorcières où tout est remixé à la sorcière. Ils ont des apps de rencontres de sorcières, un Instagram de sorcières, des restaurants de sorcières. Bref, cette ville tourne autour de la magie. Le personnage de Marielle qui est censée être la descendante d'un énorme pouvoir, sauf que elle est nulle, elle s'en sort pas. Elle fait apparaître un démon dans sa cuisine alors que c'était pas du tout prévu et il ne peut pas repartir tant qu'elle n'a pas passé un deal avec lui et qu'elle lui a pas donné son âme. Mais Marielle ne veut pas du tout donner son âme, ils sont donc coincés tous les deux. Ajoutez à ça un fake dating parce que la mère de Marielle rentre à ce moment là et Marielle ne veut pas avouer que c'est un putain de démon parce qu'elle s'est trompée. Du coup elle fait style que c'est son mec. C'est extrêmement drôle et celui-là est penché un peu plus famille, notamment en termes de famille toxique. Marielle souffre énormément de la pression de sa mère pour développer sa magie et on a pas mal de scènes où elle se fait carrément défoncer, donc franchement c'est très dur à lire mais elle finit par s'en sortir. Franchement bravo Marielle. La romance aussi était très mimi, c'est un petit peu insta-love mais personnellement moi ça ne me dérange pas dans ce genre de lecture où je cherche simplement à me réconforter. Et puis les deux ont quand même une très très belle communication, donc point bonus pour ça, encore une fois je vous le recommande pour les soirs d'hiver. Et enfin nous avons la star peut-être romantique de Ashley Poston. J'ai toujours pas les mots pour parler de ce livre, c'est un peu chiant quand même parce que c'est mon rôle, non, de vous expliquer pourquoi je suis complètement mindfuck par cette histoire. C'est complètement dingue parce que quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les gens parlent de ce livre avec des termes qui sont à des années-lumière de ce que j'ai ressenti. Une rom-com. You're not a rom-com. Ça se rapproche beaucoup plus d'un contemporain un peu glauque avec une sous-intrigue de romance, mais ce n'est pas une rom-com. Il y a peut-être 2-3 scènes rigolotes, mais on parle de deuil. Vraiment, faites attention les gars, ne vous faites pas surprendre. On va suivre l'histoire de Florence qui est ghostwriter. Ça veut dire qu'elle écrit pour une autrice super connue sans que ça se sache, sauf qu'elle est un petit peu bloquée. Elle ne se sent plus connectée aux romances qu'elle écrivait auparavant. Et elle, son rêve, c'est d'écrire un roman qui parlerait d'une famille qui adore la mort et qui travaille autour de la mort.
mort, qui n'a pas peur de la mort. Cette famille c'est sa propre famille et elle s'est fait moquer pour ça durant toute son enfance parce qu'on les qualifiait de famille Addams. Notamment Florence peut voir les fantômes et ça personne ne le sait. Le truc c'est que son ex hyper toxique lui a volé cette idée. Du coup elle ne peut plus l'écrire. Le choc arrive quand son père décède et du coup elle rentre chez elle afin de préparer les funérailles et grosse surprise pour elle, elle croise le fantôme de son éditeur. Elle ne savait pas du tout que lui aussi était décédé et là ça va être un mélange de plusieurs choses. On va en même temps suivre tout son deuil à travers sa relation avec son père, en même temps ça la reconnecte avec ses frères et ses sœurs qu'elle avait plus ou moins abandonnés pour aller vivre sa vie d'autrice à New York. Elle va tout faire pour rendre l'honneur à son père et pour faire de ses funérailles le truc parfait. En plus c'est eux-mêmes qui s'occupent de faire ses funérailles puisqu'ils sont croque-morts, ils ont des pompes funèbres. En même temps on a toute sa reconstruction par rapport à l'écriture, elle qui essaye de reprendre confiance en sa plume, reprendre confiance en elle, se détacher des codes et des attentes qu'on a par rapport justement à la romance, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut absolument que ça s'unisse bien. Arriver en fait à écrire ce qu'elle a envie d'écrire, notamment elle s'est cachée derrière cette autre autrice depuis toutes ces années, maintenant elle a peut-être envie de faire quelque chose avec son propre nom dessus. Et enfin on a justement cette relation secrète qu'elle entretient avec le fantôme de son éditeur qu'en fait elle ne connaissait pas beaucoup puisqu'il venait à peine d'arriver, elle avait eu une seule intercation avec lui et ça va être extrêmement touchant puisque elle va apprendre son histoire. Ils vont tous les deux se soutenir, lui va la motiver à retrouver sa plume et elle va l'aider à couper le cordon puisque ce n'est pas un fantôme pour rien, s'il est là c'est qu'il a quelque chose encore à faire. Ça m'a fait chialer les gars, vous n'imaginez pas à quel point je trouve qu'il y a une poésie folle à travers toute cette image de la famille Addams. La mort c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais redouté, la mort pour eux ça faisait partie de leur quotidien, ils en avaient pas peur, ce n'était pas tabou et puis ça arrive à leur père. Ça te remet en question tout plein de choses et j'ai adoré les discussions qu'on a eues là-dessus. J'ai chialé de ouf parce que sa relation avec son père était hyper personnelle puisque c'était lui aussi le seul qui voyait les fantômes, du coup c'était un petit peu sa protégée. Et puis la romance très sympatoche parce que même si en soi c'était pas le point le plus principal, on avait quand même des scènes super chouettes qui en soi peuvent être des scènes à trope puisque le mec il est un petit peu taquin, il est un petit peu sexy, mais ça ne prend pas le dessus, vous voyez, sur le côté plus spirituel de ce livre. Et surtout les 30 derniers pourcents m'ont complètement... Vous voyez l'extrait dans le vlog, mais je suis au bout de ma vie. Je ne savais pas que ça allait tenir comme ça. Il va être dans mes préférés de cette année. Et je pense aussi qu'il est tombé à un moment dans ma vie où c'était le bon timing. J'aurais pas été aussi touchée si ça avait été il y a 6 mois, etc. Et c'est ça aussi je trouve la beauté de la lecture, c'est que des fois il y a des livres qui viennent te chercher au bon moment. Et c'est là que tu sais que someone is watching over you. Il est temps de parler de 4 livres que vous ne connaissez pas, parce que j'en ai pas encore parlé sur ma chaîne. On va parler de contemporain young adulte, ça fait un petit moment, avec Imogen Obviously de Becky Albertalli. Ce livre a été une surprise absolue. Le seul pitch que j'en ai eu c'est Clara qui m'a dit ça meuf c'est bien. J'avais lu Simon vs The Homo Sapiens Agenda de Becky et je n'avais pas du tout suivi son histoire. Et il faut savoir que j'ai lu ce livre sans savoir l'histoire derrière et je me suis renseignée après coup. Ça m'a encore plus permis de comprendre le livre, ça m'a encore plus fait aimer ce livre. On va suivre l'histoire de Imogen qui a toujours été la meilleure amie alliée de référence, la meuf parfaitement hétéro. Elle a 2 meilleures copines qui ne s'aiment pas beaucoup et elles sont toutes les 2 queer. On a d'un côté Gretchen qui elle est bi, qui milite de fou, et de l'autre côté on a, je ne sais plus comment je t'appelle, son autre meilleure pote qui elle est pan il me semble et qui elle est un peu plus timide puisqu'elle n'a jamais eu de copine et du coup elle se sent pas hyper légitime dans son identité queer. Et ce livre se passe dans un espèce de huis clos puisque ça dure sur genre 3 jours, un truc comme ça. Imogen va rendre visite à cette fameuse meilleure amie à l'université. Donc l'histoire commence où Gretchen elle dépose Imogen devant l'université, elle lui dit tu vas passer un super week-end mais bon pas trop quand même hein, parce que souviens-toi que c'est moi ta meilleure bestie. Le truc c'est qu'Imogen ne sait pas qu'elle rentre un petit peu dans un fiasco puisque Lily a dit à tous ses nouveaux amis qui sont tous plus queer les uns que les autres qu'en fait elle était sortie avec Imogen puisqu'elle était gênée de se proclamer pan alors qu'elle n'était jamais sortie avec une fille. Du coup elle briefe Imogen et Imogen dit c'est pas grave, ok, pas de soucis, puisqu'Imogen est une people pleaser de compète. Je n'ai jamais vu dans un livre une people pleaser aussi bien faite que Imogen, parce que c'est vraiment un truc que les personnages disent en mode non mais moi je suis vraiment une people pleaser. Dans le livre il y a peut-être un truc. Et people pleaser c'est vraiment toutes des actions du quotidien. Je pense que Becky elle se sait, vous voyez, parce que Imogen, je me suis identifiée à elle à 3000%. C'est-à-dire qu'elle a joué la comédie pendant tout ce
ce temps, elle n'a rien dit à personne. Et puis là, contre toute attente, Imogen commence à bien apprécier et à bien discuter avec une fille de ce groupe de potes qui s'appelle Tessa. Sauf que non, c'est pas possible. Imogen, c'est la fille hétéro. Depuis tout ce temps, on l'aurait su quand même si elle aimait les filles. Genre non, elle fait juste du queerbaiting là, c'est pas possible. Ceci, ce sont les mots de sa meilleure amie Gretchen. Quand tu es sûre que tu es dans une case depuis que tu es toute petite, t'arrives même pas à te séparer de cette case. Et au moment où tu crois que tu ressens quelque chose, tu arrives en fait à te censurer, à te dire mais non, c'est pas possible, c'est pas moi. Et c'est absolument horrible. Ce petit résumé vous a peut-être montré qu'il y a beaucoup de personnages et on s'y perd un peu. C'est ma critique numéro 1. J'ai passé les 40 premiers pourcents à être complètement paumée. Qui est Gretchen? Qui est Lily? C'est qui cette nouvelle meuf Tessa? Je suis pas la lectrice la plus focus de la planète, mais là en plus c'était un peu compliqué et le style d'écriture est un peu... ça va dans tous les sens dans les phrases, donc accrochez-vous. Mais une fois que c'est bon, tout était clair dans ma tête, oh là 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 là, je suis partie mais à fond les ballons. Cette histoire, elle est visée. C'est une histoire précise que Becky elle a voulu raconter pour un but précis. Les personnages, ce sont des vrais gens. Les phrases qui sortent des bouches, ce sont des vraies phrases. Ça se sent qu'elle a pas fait une histoire où il y a de la nuance, où tu peux pardonner les personnages, où tu peux transposer à d'autres thèmes. Non, on ne laisse pas la place à d'autres possibilités. C'était ça ou rien. Il n'y a aucune rédemption pour les personnages qui ont fait de la merde. Bon, pour quelqu'un qui a tendance à écrire des livres visés et qui fait des livres qui sont plus des livres souvenirs, j'ai adoré la manière dont ça a été mis en place. Il y avait une intensité folle les dernières 24 heures du livre. T'avais l'impression d'y être, c'était pesant. Je me suis sentie mais écrasée puisque on a notre Imogen qui aime bien Tessa. Elle le sait, elle le ressent. Elle peut pas coming out, elle n'aime pas les filles. Peut-être qu'en fait elle s'est mis en tête qu'elle aimait les filles à cause de cette histoire de fake dating. Mais non, parce que sinon elle aurait aimé les filles depuis qu'elle est toute petite, ça n'a aucun sens. Et puis en plus il faut savoir que Miss Gretchen là, militante de compète, et franchement sur certains points, mais queen, let's go, il faut défendre ses droits. Mais elle est trop catégorique. Les gens ne sont pas tout le temps ce qu'on pense qu'ils sont et c'est ok de se tromper. En mettant cette pression de malade sur Imogen, d'être cette alliée en fait, elle l'a complètement mais cassée dans sa propre identité et dans sa propre sexualité puisque Imogen se sentait mal d'aimer les filles parce qu'elle entendait la voix de Gretchen dans son oreille qui lui disait non en fait tu restes à ta place. Et on a une discussion sensationnelle. Gretchen en fait elle dit tu ne peux pas être bi parce que c'est moi qui suis bi, ok? T'as pas vécu mon enfance horrible, t'as pas vécu mon coming out horrible, t'as pas vécu toutes les blagues que j'ai vécues. Tu peux pas sortir de nulle part comme ça et dire que t'aimes bien cette meuf sans avoir toute la douleur qui vient avec le fait d'être bisexuel. Et là j'étais en mode oh. D'un côté on a de la compassion parce que en effet ça doit être insupportable de se dire, parce que moi je le savais depuis que j'avais 5 ans et demi, je me suis tapé toute cette haine, donc je mérite mon titre, je suis dans la communauté, je suis contre en général le fait de dire que pour appartenir à telle ou telle catégorie ou par exemple sexualité il faut remplir des cases parce qu'on est tous humains, tous différents, on n'a pas les mêmes histoires. Et ouais, il y a certaines personnes qui se rendent compte qu'ils sont attirés par les filles, les garçons ou tout ce que vous voulez plus tard dans la vie et qui n'ont pas les mêmes expériences que vous. C'est tout aussi valide. On a un coming out forcé dans cette histoire, donc trigger warning pour ça. Franchement, de la scène où j'étais le plus mais comme ça, genre je vivais le truc. Je pense que tous les gens qui lisent ce livre, franchement t'as l'impression que ça t'arrive à toi. Tu sens la pression, l'angoisse d'Imogen tellement bien décrite, la façon dont elle ne veut pas en fait décevoir ses amis, mais en même temps c'est sa sexualité, bordel de merde. Que cette histoire est complètement vraie, chose que je ne savais pas du tout. Après avoir écrit 2 livres avec des personnages principaux queer, Becky a reçu beaucoup de haine puisque les gens lui disaient tu ne peux pas écrire des livres queer, toi tu es hétéro. Donc les gens ont posé ça là parce que Becky n'avait rien dit et du coup le postulat de base c'est qu'elle était hétéro, chose qu'elle n'était pas. Mais elle ne voulait pas faire son coming out devant tout le monde entier là, elle ne voulait pas se justifier de quoi que ce soit et ça lui a fait exactement comme Kit Connor qui est l'acteur de Heartstopper. Elle a dû faire son coming out forcé pour que les gens arrêtent de lui envoyer de la haine et ce livre parle de ça. L'histoire est ouf, le contexte du livre il l'est encore plus et j'ai vu des critiques qui disaient que ce livre était hyper single-minded dans le sens tu sentais que c'était hyper perso, t'étais pas trop dedans, mais moi je ne suis pas d'accord. C'est peut-être parce que j'ai l'habitude d'écrire des livres perso, mais elle n'a fait aucun cadeau au personnage parce qu'en fait c'est comme ça que ça s'est passé et elle a retranscrit exactement comment ça s'est passé. Et non, on va pas changer ça pour un livre, elle ne va pas adoucir la réalité pour un livre. Après c'est clair que c'est pas pour tout le monde, c'est clair que c'est un livre qui parle énormément de militantisme, de questions de queerphobie, de LGBTQIA+, de ce que c'est que la notion de communauté, de queerbaiting, etc. Ça met les points sur les i sur des tas de trucs et ça dénonce aussi beaucoup de choses très importantes à lire. On enchaîne avec une lecture un petit peu plus mythique
mitigé. Les 80 premiers pourcents étaient incroyables. The Bodyguard. The Bodyguard de Catherine Center. Celui-là est sorti l'année dernière et on part sur une rom-com new adulte mais qui reste sans smug. Et on est sur un troupe de bodyguard, mais mesdames et messieurs, un bodyguard inversé. Vous savez peut-être que le reverse c'est un de mes tropes préférés. Le rôle de l'homme et de la femme qui sont d'habitude dans les stéréotypes de l'homme fort, femme qui se fait protéger, sont inversés. Du coup la bodyguard c'est mademoiselle Anna et la personne à protéger c'est une grande star de cinéma qui s'appelle Jax. C'est extrêmement dynamique, c'est aussi extrêmement drôle. Jax ne veut pas que sa famille pense qu'ils sont en danger ou quoi que ce soit. Du coup dès qu'elle vient chez lui surveiller, il prétend que c'est sa fausse petite amie, donc on a aussi un fake dating. Malheureusement la crise des 80% a cassé un truc. En soi le livre est très bien, le livre fait son taf, mais il y a juste un abus et une fatigue dans ma tête des crises et du coup j'ai pris celle-là à cœur. Rentrons maintenant dans les détails. Je me suis fait la réflexion que l'enchaînement des scènes et le découpage des scènes était hyper ingénieux. Quand tu finis sur une scène et que oh du coup j'espère qu'on va savoir ça, et ben non, faut que tu te tapes une scène qui est un peu une scène intermédiaire où en soi il se passe rien. Et là à chaque fois que je fermais une page et que j'étais en mode là tout de suite je veux voir cette scène, c'était elle. Waouh! L'autrice n'a pas le temps. Et l'autrice surtout n'est pas conne. Elle sait exactement ce qu'on veut voir. Elle nous le montre. Le début est du coup absolument sensationnel. Franchement les 50 premiers pourcents j'étais complètement comme ça. Pour moi c'était le best livre ever. Et j'étais prête à lui donner 5 étoiles. Romance de l'année. Le fake dating n'est pas lourd. Il n'est pas cringe. Et la manière dont tous les deux petit à petit commençaient à bien s'aimer était assez naturelle. But on en vient à cette fameuse crise. Il y a son ex qui est aussi une grande star de cinéma qui s'est pointée il y a pas longtemps. Du coup ça a fait un gros coup dans la confiance de Anna parce que elle n'est pas vraiment la top modèle blonde comparée à l'autre meuf. Et là j'étais un peu parce que vous voyez c'était très cliché, la grande blonde superficielle qui couche que pour les caméras. We got it. J'aurais voulu peut-être plus de profondeur là-dessus. Et puis là, Jack prend son courage à deux mains et invite Anna à faire un vrai date. Sauf qu'elle toque à la porte et il lui dit il commence à lui balancer ses cas de vérité. Ah mais c'était faux, c'était pour m'entraîner pour mes jeux d'acteur. Et moi j'étais là en mode non mais tu te fous de ma gueule. Premièrement, si c'est vrai, si l'autrice elle est premier degré avec toi là, complètement nul, c'est ridicule. Vu le niveau excellent de la première moitié du livre, je ne veux pas croire que l'autrice nous a fait un truc si nul. Donc je me suis dit, il y a un souci. En fait, il y avait littéralement un mec qui était dans la maison avec un flingue qui le menaçait de mort. Mais même s'il y avait un mec dans ta maison qui te menace de mort, tu ne passes pas 25 minutes à faire ton discours de haine et de mépris éternel à la meuf que tu aimes devant chez toi. Tu lui dis non désolé je peux pas ce soir, ciao, et tu fermes la porte. C'est 100% pour l'intrigue. Pour qu'on soit en mode ah non il a menti. Mais moi ça n'a pas fonctionné. Sur qui ça peut fonctionner? Non, tout le monde est choqué. Pour le coup Anna a été intelligente parce que à chaque fois qu'il se passe ça dans la crise des 80%, les meufs elles partent chez elles, elles pleurent. Jamais dans leur tête elles se disent que c'est faux. Du coup elles se disent mais c'est vrai, il ne m'a jamais aimé. Anna elle retourne dans sa voiture, elle ne part pas. Elle se dit non, il m'aime, je le sais, putain. Oh, arrête de te foutre de ma gueule. Elle regarde les vidéos de surveillance et ouais, il y a un putain de mec avec un flingue dans son salon. Elle re-rentre dans la maison pour buter le mec. Ben voilà Anna, merci, ça c'est une bonne réaction. Je voulais te donner ce 5 étoiles et à cause de cette putain de crise, je t'en ai donné que 3. J'ai vraiment pété ma crise sur ce livre, mais en soi, c'était génial. Donc franchement, si vous voulez une rom-com sans smut, avec un bodyguard qui reste bien écrit, avec du bon peps et franchement une intrigue sympa, allez prendre ça et crier un bon coup à la crise des 80%. Et enfin les amis, nous allons terminer cette vidéo les amis avec un petit coup de cœur. Je me suis laissée emporter par la hype de ce roman et je ne suis absolument pas déçue. Ouais, j'ai pris la belle couverture, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Il y a de la dynamite, littéralement. Je ne savais tellement pas de quoi parler ce livre, je me rends compte que j'ai été très mal informée. Moi je pensais que c'était une fantasy young adulte avec des histoires de dieux. C'est certes une fantasy, mais une fantasy hyper contemporaine réaliste puisqu'on est dans un contexte de guerre et on suit des journalistes. Je me suis vraiment pas projetée dans une fantasy. Alors là je peux vous dire que en soi, franchement ce livre peut être contemporain, ça m'aurait pas choqué. On a un côté quand même un petit peu années 80 puisqu'ils écrivent sur des machines à écrire. On va suivre l'histoire de Iris et Roman qui sont tous les deux rivaux dans cette boîte de journalisme. Ils écrivent des articles tous les deux et ce sont les deux chouchous de la boîte. Le patron doit désigner entre les deux celui qui fait les plus gros
gros articles. Iris veut absolument ce job. Il faut savoir que cette meuf part de rien, elle a pas de sous, elle vit avec sa mère alcoolique dans un taudis et ce job ça veut tout dire pour elle, surtout qu'en fait son frère a été engagé dans l'armée et il se bat depuis 2-3 ans, il ne l'a pas vu. De l'autre côté on a Roman qui lui provient d'un total autre univers, il fait partie d'une famille de très riches aristocrates. Lui qui fait du journalisme, c'est la plus grosse déception de son père qui voudrait qu'il soit médecin ou je sais pas quoi, et qui le traite de tous les noms tous les soirs en disant à quel point c'est une fucking disappointment. Là Daddy Issues, on est là. Il y a un petit twist et ceci c'est la force de ce livre. Ça c'est genre les 20 premières pages et après ça t'embarque dans un truc de malade mental dont personne s'attendait et que t'es là sur le cul et que t'es en mode ouais. Ces deux personnes là, elles écrivent sur des machines à écrire très particulières. Quand ils écrivent quelque chose avec leur machine à écrire personnelle chez eux, et ben ça s'envoie automatiquement à la machine à écrire jumelle. Et ils ne le savent pas, mais ils s'écrivent des lettres depuis 1 an sans savoir qui est qui. Enfin non, je mens. Iris ne sait pas qui est ce fameux garçon qui répond aux lettres que à la base en fait elle écrivait à son frère mais que lui il faisait que de recevoir. Et Roman il a fini par comprendre que ces lettres venaient de Iris puisqu'elle laissait des petits indices dedans, mais il n'a jamais voulu lui dire parce que pour lui ça peut être un avantage afin de gagner cette petite compétition de journalisme. Sauf qu'au fur et à mesure qu'elle commence à lui dévoiler des trucs un peu plus perso, notamment à quel point elle déteste son collègue, et ben Roman se prend bien au jeu et lui aussi va révéler pas mal de choses, notamment par rapport à sa famille. Et il va petit à petit tomber amoureux d'elle. Iris va tomber amoureuse de ce mec qui signe par le prénom Carter, qui est en fait le deuxième prénom de Roman. Sauf que Iris elle sait pas que c'est Roman. Du coup elle le voit dans la vraie vie, elle lui crave dessus. Le soir elle écrit des lettres et elle est en mode oh my god je suis in love de lui. Et lui il se marre bien mais en même temps il est un petit peu dans la merde parce qu'il sait qu'à un moment donné il va falloir qu'il lui dise en fait c'est moi Carter. Jusqu'au moment où Iris décide de quitter le boulot et d'aller sur le front pour écrire des articles. Vous voyez les histoires où t'as un prémisse qui dure à peu près une 50aine de pages et qu'après ça part sur un truc encore plus gros et qui s'enchaîne sur un truc encore plus gros? C'est ce livre, vous ne vous ennuierez pas, regardez-moi. Vous savez que je suis compliquée à rentrer dans les histoires, surtout quand c'est de la fantasy. Ce truc m'a complètement emportée. Et tu as constamment des révélations et aussi tu changes de contexte. Au début ils sont en ville, ensuite Iris part au front. Là c'est la bataille de ouf, ils se font bombarder. Il faut savoir qu'il y a aussi des créatures surnaturelles liées aux dieux et tout. Je pense du coup trigger warning pour guerre, c'est graphique, c'est vraiment sur la page, c'est très prenant, c'est très parlant. Vu le contexte actuel, bah, tu te dis que c'est littéralement des trucs que des gens y vivent tous les jours quoi. La romance entre Iris et Roman va prendre son temps. Au fur et à mesure ils vont passer de rivaux à peut-être un petit peu alliés et puis peut-être à quelque chose d'autre. Ce n'est pas l'intrigue principale de ce livre si jamais c'est ça qui vous inquiète, mais ça reste quand même un bon fil conducteur. La romance prend pas le dessus, sauf peut-être un petit peu sur la fin où là pour le coup ça part un peu en déclaration. Il mérite d'être lu pour son côté guerre. T'es stressé avec eux, t'es là, tu recouds des plaies et tout, c'est intense. J'ai jamais lu un livre comme celui-là. Donc c'est un tome 1, il y aura un tome 2. Je qualifierais ça plutôt de young adulte. Et j'ai adoré la relation entre les personnages. Vous savez que je suis une grande fan de double identité et là c'est complètement Roman et son alter ego Carter qui écrit les lettres. Et ça va mener à des tas de scènes qui sont gros coup de cœur et je dirais qu'il a tout. Vous là qui nous avez hypé sur Instagram et sur TikTok, vous n'avez pas menti. Il mérite 100% sa hype et c'est un livre je trouve qui est extrêmement actuel sur notamment le côté de la censure. Comment raconter aux gens ce qui se passe réellement pendant la guerre. Comment en fait l'État essaye de te dire mais non mais tu veux pas plutôt tu racontes ça, tu veux pas plutôt tu racontes ça et pas vouloir raconter la vérité. Et voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous raconter pour cette update lecture. Si jamais vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Franchement je suis contente parce que j'ai réussi à prendre un joli rythme là pour cette fin d'année. J'ai un objectif de 50 livres et je suis à 35, un truc comme ça. Du coup il faut que je lise 15 livres là en un mois. Mais on y croit. C'était des gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.